Salut, c'est Quentin et bienvenue dans Hold Up, le podcast des banquiers. Je te partage chaque semaine en solo avec un invité des thématiques qui me passionnent. Nous allons parler d'humains, de clients, du monde de la finance et des affaires et surtout de comment toi tu peux améliorer ta performance et faire la différence dans un monde toujours plus concurrentiel. Alors si le programme t'intéresse, je te dis à tout de suite pour ce nouvel épisode. Alors, cet épisode n'était pas prévu, en tout cas pas sur cette thématique, mais ce matin, j'ai fait partir un email qui parlait de 4 lois de productivité que je m'applique au quotidien pour justement faire rentrer des journées de 8 heures en environ 4 heures. Et j'ai eu un retour super intéressant d'un de mes abonnés, et ça m'a donné envie de creuser le projet et d'aller un peu plus loin à travers un podcast. Alors, ce que je te propose aujourd'hui, c'est de partager avec toi les 11 lois de la productivité qui, moi, me parlent le plus. C'est un moyen simple et rapide de rester efficace au quotidien, de garder constamment en tête les lois fondamentales de la productivité. On va pas parler de tips, on va pas parler de hacks, mais on va vraiment parler de lois fondamentales qui vont cadrer ton activité. Ces lois, elles permettent de mieux gérer notre temps et nos efforts et d'optimiser notre travail de façon continue. Et au final, je pense que la productivité, c'est plus ça. Il s'agit pas d'astuces, une nouvelle fois. Il s'agit d'avoir des lignes directrices claires en tête. Alors si a priori le sujet te parle, reste avec moi. On est parti pour 11 lois et je suis sûr que tu en connais certaines d'elles, mais peut-être pas de la manière dont tu le penses. La loi numéro 1, la fameuse loi de Pareto. 80% de nos résultats sont le produit de 20% de nos efforts. Au 19e siècle, Vilfredo Pareto, c'est un économiste italien. Il étudie son pays et remarque que 20% de la population détient 80% des terres. Il me semble que c'était ça à l'époque, le raisonnement. Et en fait, en étudiant également les autres pays autour de l'Italie, la France, l'Allemagne, la Suisse, etc., il s'est rendu compte que la répartition était plus ou moins similaire. Et avec le temps, on a donné cette loi de Pareto à Vilfredo Pareto, car il l'a initié, mais c'est pas lui qui l'a totalement validé. Il y a d'autres spécialistes qui ont remarqué justement que cette répartition, elle s'appliquait en fait à beaucoup d'autres domaines. Par exemple, 80% du travail est accompli par 20% d'une équipe, 80% d'un chiffre d'affaires provient de 20% des clients. Ça, dans la banque, c'est très très vrai. 80% des bugs dans un programme proviennent de 20% du code. Et bien sûr, 80% des résultats proviennent de 20% de nos efforts. Donc, pour être plus productif, on doit s'investir le plus possible sur les 20% de notre activité. On doit apprendre à prioriser. C'est là où la loi de Parkinson, la deuxième loi, est extrêmement intéressante. Le postulat est le suivant. Le travail va s'étaler de façon à occuper le temps disponible pour son achèvement. Selon la loi de Parkinson, si on dispose d'un délai important pour accomplir une tâche, on aura tendance à consommer la totalité du temps imparti. Par exemple, ça je le disais dans mon cours de ce matin, si tu te donnes 1 heure pour rédiger le mail parfait à ton client, ça prendra 1 heure. Par contre, si tu te donnes 5 minutes pour rédiger cet email parfait, ça te prendra 5 minutes. Plus tu vas compresser le temps, moins tu vas en perdre. Car pour éviter de perdre trop de temps, on doit donc définir des dates butoirs suffisamment proches. Cela permet à la fois de compresser le temps et de créer un sentiment d'urgence, comme quoi on doit vraiment avancer. Si notre date butoir elle est fixée dans un futur lointain, il suffit ni plus ni moins de la rapprocher en déterminant toutes les étapes intermédiaires par lesquelles on doit passer pour accomplir notre objectif. Puis ensuite de définir une date butoir pour chacune d'entre elles. Cet exercice, ça permet de rendre la date butoir finale plus réelle et plus proche avec des étapes jalons. La troisième loi que j'ai envie d'aborder avec toi, c'est la loi de Douglas. Là, on est vraiment sur de l'organisation de l'espace. Je vous recommande d'ailleurs le super livre de Marie Kondo, La magie du rangement, car la loi de Douglas parle exactement de ça. Plus on a de place dans son bureau, plus on étale ses affaires. La loi de Douglas dispose que plus on a d'espace pour ranger nos documents, plus on va utiliser cet espace, et donc moins on va s'y retrouver. Alors, voici quelques conseils pour garder un espace de travail productif. Range ton bureau après chaque journée de travail. Équipe-toi, n'hésite pas à avoir des corbeilles, des tours de rangement, des pots pour ranger tes crayons, des boîtes, et surtout des tiroirs pour qu'il y ait le moins de choses visibles face à toi. Minimise l'utilisation du papier, scanne le plus possible les documents que tu as autour de toi. Si tu n'as pas utilisé un objectif depuis plus de 6 mois, débarrasse-toi-en. Et je l'ai déjà dit, mais aie toujours une poubelle à proximité, car sinon tu vas toujours tout stocker. La quatrième loi, c'est la loi d'Illich, et elle parle
du rapport productivité-temps. Après un certain temps, la productivité tend à décroître, voire atteindre des valeurs négatives. Ça va t'intéresser. À mesure que l'on travaille, notre énergie diminue. Ça te paraît logique. Mais bizarrement, c'est pas comme ça que la majorité des personnes fonctionnent. Par conséquent, on est moins concentré car on a moins d'énergie et donc plus susceptible de faire des erreurs. Et je dis que la majorité des personnes ne pensent pas comme ça car quand on regarde autour de soi, tous les gourous du business et qu'on regarde les collègues avec lesquels j'ai pu travailler, on a l'impression qu'ils pensent qu'en se levant plus tôt et en se couchant plus tard et en prenant moins de pauses et tout ça, ils vont être plus productifs parce qu'ils travaillent plus. En réalité, plus on travaille, moins on est efficace. C'est un fait. Pour rester productif tout au long de la journée, on doit s'assurer de prendre des pauses régulières. La méthode Pomodoro est extrêmement efficace. Je te laisse t'en renseigner là-dessus. Et il faut effectuer les tâches les plus importantes en début de journée. Je pars du principe que les tâches qui vont le plus me taxer d'énergie cérébrale, je dois les tacler le matin, directement quand je suis à mon pic d'énergie. La 5e loi, c'est la loi de Carlson. La loi de Carlson explique qu'un travail réalisé en continu prend moins de temps et d'énergie que lorsqu'il est réalisé en plusieurs fois. Si on travaille sur une tâche sans interruption et sans pause, cette tâche, elle nous prendra moins de temps. Lorsque l'on commence un travail, on doit faire notre possible pour le terminer d'une seule traite. Ça, c'est la base de la productivité. Ce qui veut aussi dire que l'on doit éviter au maximum les interruptions et les distractions, et c'est le challenge du 21e siècle. Tes notifications, tes emails, les collègues qui passent, tout le monde. Tu dois arriver à te créer ce que j'aime appeler des blocs de deep work. C'est des blocs où tu vas te couper du monde, et pendant 2 à 4 heures, tu vas être focalisé uniquement sur une tâche à réaliser de A à Z. Et tu te rendras compte que justement, c'est ce qui te permet de faire rentrer des journées de 8 heures en seulement 4 heures. Mais pour ça, il faut prendre en compte la 6e loi, la loi de Murphy. Si ça peut tourner mal, cela tournera mal. C'est obligatoire. En d'autres termes, s'il y a une probabilité que quelque chose tourne mal, cela tournera mal. Une tâche prendra ainsi généralement plus de temps à cause d'imprévus que tu ne peux pas prévoir. C'est la définition du mot imprévu. C'est pour cette raison qu'il faut systématiquement prévoir une zone tampon pour compenser le potentiel retard que l'on pourrait avoir entre 2 rendez-vous, entre 2 emails, entre 2 réunions téléphoniques. Et ça, justement, juste après, il y a la loi de Hofstadter, c'est la 7e loi. La loi de Hofstadter dit ça. Il faut toujours plus de temps que prévu, même en tenant compte de la loi de Hofstadter. Ça peut paraître un peu alambiqué sur le coup. La loi de Hofstadter, elle complète la loi de Parkinson et celle de Murphy, en partant du principe qu'il est quasiment impossible de savoir précisément combien de temps un projet complexe prendra. La preuve en est, Douglas Hofstadter lui-même dit de façon récursive que, même en respectant sa loi, il faut quand même prévoir plus de temps. La loi suivante, c'est la loi de Fraisse. 1 heure n'est pas toujours égale à 1 heure. Ce constat a vraiment commencé à voir le jour suite aux travaux sur la théorie de la relativité générale d'Einstein, qui parlait de la relativité du temps. Et d'ailleurs, Einstein avait une autre manière de formuler cette loi. Imaginez, moi j'aime beaucoup l'image parce qu'elle est beaucoup plus parlante que 1 heure n'est pas toujours égale à 1 heure. Imaginez placer votre main sur une poêle brûlante pendant 1 minute. Ça vous paraîtra durer 1 heure. Asseyez-vous auprès d'une jolie fille 1 heure et ça vous semble durer 1 minute. Effectivement, 1 minute de douleur n'équivaut pas à 1 minute de plaisir. Et 1 minute de douleur n'équivaut pas à 1 minute moyenne en général. Le temps est relatif. Il passe plus vite lorsque l'on fait quelque chose qui nous plaît que lorsque l'on fait quelque chose que l'on estime désagréable ou ennuyant. Et on tend naturellement, bien entendu, à favoriser les activités qui nous plaisent. Notre cerveau fonctionne comme ça. Tous les circuits de dopamine et d'activation du centre de récompense de notre cerveau nous poussent à favoriser les activités qui nous plaisent et à reporter ou laisser totalement de côté celles qui nous déplaisent. Notre cerveau a un seul but, il est là pour nous mettre en sécurité. Ça, c'est un énorme problème. Car les tâches qui nous déplaisent, elles font, mais dans tous les cas, partie du processus et elles sont nécessaires pour accomplir nos objectifs. On n'a pas le choix. Moi, en tant qu'entrepreneur, la comptabilité, l'URSSAF, les relations fournisseurs, la paperasse, c'est des trucs que je déteste. Néanmoins, si je le fais pas, mon entreprise meurt. On doit donc trouver un équilibre entre les tâches que l'on aime réaliser et celles pour lesquelles on est moins motivé. Et pour nous y aider, on peut faire nos tâches les plus difficiles en début de journée, comme je vous le disais, celles qui vous taxent cognitivement le plus, les faire en début de journée, ou tout simplement pour celles que l'on n'aime pas, les déléguer à quelqu'un d'autre. Dans la suite de la loi de Fraisse et
d'un postulat que j'ai abordé, du fait que notre cerveau tend à privilégier ce qui nous fait plaisir, il y a la loi de Laborie, que tu veux absolument retenir. Un cerveau, ça sert d'abord à fuir ou à lutter. C'est similaire à la loi de Fraisse. La loi de Laborie, elle dispose que nous avons tendance à rechercher le résultat le plus rapide, ce qui nous fait privilégier les actions qui nous procurent des satisfactions immédiates. Encore une fois, on peut contrer ce phénomène en réalisant nos tâches difficiles en début de journée ou en les déléguant. J'ai envie d'intégrer dans cet épisode sur la productivité un peu de physique. Et j'ai envie de te parler de la loi du mouvement de Newton. Tout corps persévère dans l'état de repos ou de mouvement uniforme en ligne droite dans lequel il se trouve, à moins que quelque force n'agisse sur lui et ne le contraigne à changer d'état. Je vais essayer d'être un tout petit peu plus clair. En d'autres termes, un objet au repos tend à rester au repos, tandis qu'un objet en mouvement tend à rester en mouvement. Seule une force extérieure peut changer son état. Cette loi, qui est très connue en physique, elle s'applique également à la vie en général, et notamment à notre productivité. Lorsque l'on procrastine, on est dans un état de repos. On remet au lendemain pour ne pas travailler aujourd'hui. Et plus on va attendre, plus il va être difficile de se lancer. Mais l'opposé est également vrai, c'est là où c'est intéressant. Quand on est en mouvement, il est difficile de s'arrêter. On ressent d'ailleurs cette difficulté lorsque l'on est en plein milieu d'une tâche et que quelqu'un nous interrompt pour nous demander quelque chose. Ça, c'est infernal. On se sent comme freiné dans notre progression. Alors, comment on fait pour passer d'un état de repos, où on va procrastiner, à un état de mouvement, où on va s'activer sur une tâche ou un projet? Pour se mettre en mouvement, il y a deux choses que j'aime bien. La première, c'est quand vraiment j'ai la flemme. Dans ma tête, je vais me laisser 5 secondes. C'est à peu près le temps qu'il faut à notre cerveau pour lui couper l'herbe sur le pied avant qu'il rentre en mode procrastination. Quand t'as une idée en tête ou quand tu dois passer ou quand tu dois te motiver, moi ce que je fais c'est je ferme les yeux, je prends une énorme inspiration et je compte 5, 4, 3, 2, 1 et j'hurle dans ma tête, bouge-toi. C'est rédhibitoire. Il y a une autre chose, c'est le principe de l'action la plus simple que tu peux créer, c'est la règle des 2 minutes. La règle des 2 minutes, elle consiste à faire quelque chose d'anodin. Quelque chose qui requiert peu d'efforts et qui va te permettre de sortir de ton inertie. Tu veux écrire un livre? Prends 2 minutes pour écrire la première phrase. Tu veux manger plus sainement? Prends 2 minutes pour te couper une pomme et la manger plutôt que d'aller prendre un biscuit dans le placard. Tu as envie de te mettre à courir 3 fois par semaine? Prends 2 minutes pour mettre tes baskets et ton jogging et sors de chez toi. Il faut d'abord rentrer en mouvement avant de rentrer en action. Le mouvement entraîne l'action. Une fois le mouvement amorcé, il sera alors beaucoup plus facile d'accomplir l'étape d'après, puis celle d'après, puis celle d'après, etc. Le plus dur, c'est de se mettre en mouvement. Enfin, on en vient à une loi que j'aime énormément, c'est la loi de Swoboda-Flies-Teltscher. Et elle nous explique ceci. Il existe chez nous des rythmes biologiques qui influencent directement notre productivité. Les saisons, l'ensoleillement, l'alimentation et aussi les heures de la journée. Tu m'as bien entendu. Par exemple, pendant les périodes digestives, notre corps consomme beaucoup d'énergie. Ça, tu le sais, c'est le coup de barre que tu as juste après le déjeuner. Notre cerveau, il est privé d'une partie de cette énergie, donc il fonctionne pas vraiment efficacement. Pour rester efficace au fil des jours et des saisons, on doit alors prendre en compte notre rythme biologique et adapter notre emploi du temps. Par exemple, tu peux éviter de travailler sur des tâches difficiles après avoir mangé. Tu peux prendre des vitamines D, donc des suppléments de vitamine D, ou des aliments riches en vitamine D, comme du saumon, du maquereau, des sardines et compagnie, en hiver pour éviter d'être en carence. Ça joue sur ton humeur, ça joue sur ta productivité, ça joue sur ta qualité de sommeil. Tout cela, ça contribue au final à augmenter ta productivité. Pour conclure, en gardant en tête les 11 lois que je viens de te partager, tu approcheras le temps et ton énergie différemment. Tu réfléchiras plus stratégiquement à la façon d'organiser tes journées et ton espace de travail, ce qui naturellement te rendra plus productif. Comme je te l'ai dit, je suis absolument pas là pour te donner des tips, des hacks, des astuces. On est là pour imposer un cadre. Ces lois, elles sont là, elles fonctionnent. Et par itération, quand tu vas commencer à les mettre en place et à les intégrer à ta vie, ta productivité va mécaniquement changer. J'espère que cet épisode t'a plu. En attendant, n'hésite pas à commenter ce podcast, à t'y abonner, à le partager si ça t'a plu. Je te dis à la prochaine. Ciao! Ok les amis, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. Parlez-en autour de vous et faites passer le message. Abonnez-vous, mettez-moi une petite étoile et rejoignez-moi chaque semaine pour un nouvel épisode qui a pour objectif d'apporter un maximum de valeur à vos vies
et vos carrières. Chaque jour est un bon jour pour grandir. Servez les autres avec sincérité, faites vivre des émotions, et en attendant, je vous dis à la semaine prochaine.